Savez-vous que 46% des touristes se concentrent dans 10 destinations? Ça paraît à peine étonnant, mais en fait, c'est dramatique. Car ça signifie que nous nous contentons de répéter ce que les autres font, cantonnés dans les prestations touristiques qu'on nous impose, et que nous nous fermons les yeux et les oreilles à ce que le reste du monde a à nous dire et à nous montrer. Moi, je pense que nous n'avons pas toujours une bonne conception de ce qu'est le voyage, qu'on considère trop souvent comme une sorte de récompense qui nous est due et dont on exige beaucoup de choses. Avouons-le, on préfère qu'il soit sans accroc, sans trop de difficultés, bien balisé. On y optimise son temps pour surtout ne pas en perdre, on coche les cases, on fait les pays. Mais à vouloir tout faire et si vite, on s'éloigne des aspérités du monde, des histoires qui lient et font les peuples. On manque l'essentiel. Le voyage n'est pas un produit de consommation, c'est une expérience bien humaine qui nous parle de notre présence au monde. Elle nous parle de nous. L'attente, la peur, l'ennui, les difficultés et l'inconnu sont des valeurs positives dans la vie et à plus forte raison dans le voyage. Elles sont le fondement de notre évolution. Elles offrent beaucoup en contrepartie et font jouer nos facultés d'adaptation. Pensez à l'apprentissage d'une langue étrangère, d'un instrument de musique, à la pratique du sport ou celle de l'amour. Ils n'ont rien d'acquis et se gagnent dans l'effort. Alors l'effort, justement. En 2016, j'ai 24 ans, je décide de rejoindre Pékin depuis Paris à pied. Pourquoi alors? Eh bien parce que la Chine ne m'attirait pas du tout. J'étais pleine de préjugés et j'ai voulu savoir pourquoi. Je décide donc d'y aller à pied pour avoir le temps de me faire au pays, pour appréhender le climat, la géographie, les fuseaux horaires. Plutôt que d'y atterrir sans ménagement, j'avais envie d'avoir une vision globale du pays, connaître l'histoire qui lie la Chine au pays qui l'entoure, voir les yeux des Russes se brider en Sibérie orientale et devenir des Mongols dont l'histoire m'a introduite aux Chinois. J'avais ainsi des éléments pour mieux comprendre cette étrange civilisation. Bon, je suis toujours pas une grande fan de ce pays, mais au moins je sais pourquoi, et mieux se comprendre est un premier pas pour mieux s'entendre. Je pense que c'est un peu de ça dont il s'agit dans le voyage, si on devait y trouver un sens. Alors bien sûr, ça demande un effort. En Mongolie, j'ai dû traiter avec des gens qui ne connaissaient pas ni la religion catholique, ni Paris, n'avaient jamais entendu parler de mon prénom. Ils ne connaissaient pas les mots yes ou no ou stop. Pour communiquer, c'est pas évident. Je me suis retrouvée dans des situations plutôt improbables. J'ai dû faire des mimes, des dessins. Finalement, tout ce qui nous liait était notre appartenance commune à l'espèce humaine. Mais ça a toujours suffi pour que je trouve au moins un toit, de l'eau et même de l'amitié. Alors il faut réapprendre à faire confiance à de parfaits inconnus. Les locaux et les autochtones sont les mieux placés pour vous aider car ce sont ceux qui connaissent le mieux les territoires dans lesquels ils vivent. Aussi, j'aime dire que nous nous ressemblons tous au fond car nous avons tous les mêmes besoins. Dormir sous un toit, manger chaud, faire l'amour et être aimé. Ce qui change, c'est l'architecture des maisons, le menu dans l'assiette, les rituels amoureux. C'est tout. Ça vaut donc le coup de lâcher prise pour s'ouvrir aux trésors de vie qui nous entourent. Et des trésors, j'en ai amassé pas mal lors de mon expédition Paris-New York sans avion. Paris-New York sans avion? Je vous explique. Chez moi, j'ai un planisphère qui montre clairement que le continent américain et le continent asiatique sont en fait à peine séparés par une bande de mer de 70 km, le détroit de Bering. Alors je me suis dit que ça pouvait être marrant de faire comme nos ancêtres qui sont sortis d'Afrique il y a 175 000 ans et qui ont peuplé le continent américain en traversant ce détroit quand il était glacé. Il s'agissait donc d'un défi technique, bien sûr, mais surtout d'un défi humain. Sur cette expédition, je décide de me laisser porter par le libre arbitre, le temps qu'un peu de magie opère. Et puisqu'on parle de magie, Natalia. Je l'ai rencontrée dans un train qui m'emmenait à Kiev. Quand elle a su que j'étais française, elle a appelé toutes ses amies francophones qui ont joué les traducteurs intermédiaires et ils ont dit de me dire qu'elle m'hébergerait à Kiev, chez elle. J'ai passé quelques jours dans sa ville qu'elle adore. Elle m'a emmenée absolument partout. Chez elle, dans la banlieue pauvre, j'étais choyée. Elle me préparait à manger comme une maman. Elle m'a donné des crèmes pour les mains, les pieds, les ongles.
Elle m'a préparé l'eau de la douche en le chauffant au poêle. Elle m'a même proposé d'aller dormir ailleurs pour que je sois tranquille. Elle m'a préparé des petits pains au four quand il a fallu partir et m'a accompagnée jusque dans le wagon qui m'emmenait à Poutivle. J'ai encore dans la bouche le goût de ces petits pains et quelques nouvelles d'elle sur WhatsApp. Vitaly. Vitaly m'a prise en stop sur une route de Sibérie, dans son camion. Ce qui sur le papier n'a rien de très rassurant, mais il m'a dit qu'il allait marier sa fille à Vladivostok, alors j'ai eu confiance et je suis montée. On a passé 4 jours ensemble. 4000 kilomètres, durant lesquels il a tenu à me traiter comme une princesse. Il me payait absolument tout, chaque repas, chaque douche, chaque machine. Il m'a fait un petit lit dans le fond de son camion et il allait même me cueillir des baies sur le bord de la route. Notre relation était surtout faite de silence, pour des questions de langue évidemment, mais il a quand même tenu à me partager un secret. Avant, il avait beaucoup d'argent, il était maître de plusieurs entreprises, il était chef de plusieurs entreprises, et il a voulu être maître de son temps. Et il a trouvé sa liberté au volant de son camion sur les longues routes de Sibérie. Aujourd'hui, il prend encore de mes nouvelles et il m'a envoyé des photos du mariage de sa fille. June. C'est une nuit, au beau milieu du Canada, dans un bus, que je rencontre cette vieille dame de 81 ans. C'est une ancienne fille de la ferme qui a grandi avec 11 frères et sœurs dans la région du Saskatchewan. Elle me parle de ses parents venus de Scandinavie, des Indiens de la réserve près de laquelle ils vivaient, de patins à glace au clair de lune, d'une cabane près d'un lac et des ours qu'elle rencontrait à vélo. Elle me parle d'amour et des anges qui me protégeront sur les derniers kilomètres de mon voyage. June restera comme un moment de poésie dans mon voyage. Le lendemain, j'arrive à Calgary et je visite un musée qui est consacré aux natifs de la région, les Blackfoot, les Chris, les Indiens d'Amérique et du Canada. Je lis qu'il est un festival auquel les non-natifs peuvent assister, le powwow. Revenons un instant sur cette notion de non-natifs, qui désigne en fait les non-autochtones. On ne peut plus vraiment dire des Canadiens et des Américains qu'ils sont des immigrés ou des colons, et pourtant il n'existe pas de terme pour désigner ceux qui sont arrivés juste après. Imaginons qu'un tel terme existe en France, cela éviterait peut-être d'essentialiser les nouveaux Français à leur religion ou à leur couleur de peau de manière aléatoire, ou même de faire la différence entre un expat ou un émigré. En Nouvelle-Zélande, il y a le joli terme de Pākehā pour désigner ceux qui ne sont pas des Maoris. Mon trêve de politique, revenons-en au powwow. Le powwow, c'est une fête qui est un ensemble de célébrations et de représentations chantantes et dansantes des tribus locales. C'est la seule qui soit ouverte à ceux qui n'appartiennent pas à leur tribu, car elles ont été traumatisées par les persécutions et les oppressions qu'ils ont subies par les colons au XIXe siècle. Je décide donc de m'incruster au dernier powwow de la région. Je pars en stop et je trouve un endroit où dormir au Débeauté. J'arrive dans un endroit hors du monde, où tous les Indiens sont habillés comme ils l'étaient avant d'être américanisés. Je passe la journée émerveillée par les chants bruts et assourdissants des Indiens, envoûtée par les battements de tambours sacrés, leurs danses furieuses et interminables et les processions intertribales par centaines. Je goûte à du beluga séché, du saumon fumé, du saumon sucré aussi, de la viande de renne et de caribou. Je danse avec des Inuits et je discute avec des membres de la tribu Athabascan. Je repars enchantée d'avoir eu des images de ce que je n'avais vu que dans des BD et surtout une meilleure idée de ce que c'est qu'être un Indien d'Amérique au XXIe siècle. Vitaly et Natalia m'ont marqué par leur don d'abnégation et la confiance qu'ils ont su m'inspirer dans des conditions où ça n'avait rien d'évident. June et les Indiens ont nourri mon imaginaire d'images extraordinaires. Ils m'ont ouvert des fenêtres sur le monde
Et j'aime savoir que j'ai touché du doigt des histoires mythiques que je raconterai à mes enfants et que je peux raconter aujourd'hui. Les Inuits, eux, m'ont chamboulé. Je parle là de gens pour qui le monde entier a un rôle et une figure différente. Je vais vous donner seulement un aperçu de leur pratique parce qu'il me faudrait une vie pour leur parler d'eux. Dans leur tribu, si on donne le nom de son grand-père à une petite fille qui naît, elle récupère un genre et une identité masculins. Cette ambiguïté du genre peut aller jusqu'au travestissement. Elle sera initiée à la chasse et à la manipulation d'outils d'hommes. Il y a aussi leur rapport à la nature, dont chaque élément est pourvu d'une âme. Le vent, les pierres et les animaux, bien entendu. Cette âme est à l'égal de la leur, et ils peuvent renoncer à chasser un phoque, par exemple, si l'un des chasseurs voit dans ses yeux ceux de son arrière-grand-mère. Ils nourrissent ce corps et le veillent aussi, pour le remercier de son don de nourriture. Je trouve fascinant de penser qu'il existe des civilisations qui ont des interprétations totalement différentes des nôtres. On peut penser que notre médecine, notre culture, nos structures économiques et sociales sont tout à fait légitimes et coulent de source, et pourtant il existe des gens qui ne comprendraient strictement rien à notre façon de faire. Vous trouvez pas ça génial, vous, de pouvoir remettre en question même votre vision du vent? C'est terriblement excitant. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause ou tout nier en bloc, mais c'est juste une occasion très rare de se retourner le cerveau et d'agrandir le champ des possibles. Si j'ai voulu m'éviter le choc des cultures en voyageant lentement, je n'ai en revanche rien pu faire contre le choc des rencontres. En fait, je suis même devenue accro, et aujourd'hui je suis dans la recherche en anthropologie pour bien entretenir ce choc, être constamment chamboulée et regarder le monde à l'envers, un pas de côté. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut qu'on se mette tous à la New York à pied, mais soyons plus attentifs et courageux, osons davantage rassembler les corps et les énergies, les visions et les émotions pour avancer vers nos buts communs. Partir sur le chemin des hommes, c'est faire le choix de se délaisser de son nom, de sa réputation et de ses outils. C'est se décentrer de soi pour revenir à hauteur d'homme et s'offrir le cadeau de la rencontre la plus extraordinaire et la plus banale, celle de ses exotiques semblables. Merci.